Le Canadien de Montréal affronte les Prédateurs de Nashville ce soir au Centre Bell. On en parle avec Max Truman dans quelques instants. Mais avant toute chose, on retrouve notre collaborateur. Je m'étais ennuyé de François Fournier. T'étais-tu ennuyé de nous, François? Ah oui, je suis un gars ennuyeux de nature. Ah bon, ennuyeux, ennuyant, j'espère pas. Ben non, j'espère pas. Écoute, ton sujet n'est pas ennuyant, puis je l'ai même vendu aux auditeurs au tout début en disant que c'était une chronique érotique que tu nous avais préparée. Pourquoi? Oui, Parce que... ça. Oui, ben parce que ChatGPT, raconte-nous ça, là, c'est le robot conversationnel, va entrer dans une nouvelle phase. C'est ça. Donc, ChatGPT va suivre le chemin qu'a déjà emprunté Grok et d'autres robots conversationnels et va permettre, en tout cas, du moins c'est ce que Sam Altman, le PDG de OpenAI, annonce qui a annoncé dans une publication X, en fait, qui vont de l'avant vers un relâchement de certaines règles. Parce que vous savez qu'en ce moment, au niveau de l'intelligence artificielle, bon, il y a des paramètres qui sont mis pour pas que l'intelligence artificielle dérape sur certains aspects. Et donc, si vous faites certaines requêtes, donc en particulier là, dans le contenu sexuel, on va vous dire, je ne suis pas capable de générer telle chose, mon programme m'interdit de faire telle affaire. Et là, on va débloquer, tout ce qu'on dit pour les 18 ans et plus, certaines fonctions. Donc, du côté de Grok, on appelle ça des échanges flirtants. Et du côté de ChatGPT, on va appeler ça en fait, on dit qu'on va ouvrir progressivement des mécanismes encadrés de conversations érotiques. Donc, imaginez que vous allez pouvoir aller sur ChatGPT et au lieu de lui demander, par exemple, de vous donner le taux de croissance du nombre de fonctionnaires de 2018 à 2025, vous allez lui dire, parle-moi, c'est comme si, en fait, on avait une conversation sur une ligne rose dans le temps. On attendait un vrai exemple, François. Là. On voulait que tu nous donnes un vrai exemple. C'est ça, je me suis gardé. Mais c'est ça, ceux qui voudront faire du dirty talk, comme on dit en bon français, à ChatGPT pourront le faire. Et ça, bon, moi, je pense que là, on peut en rire, on peut trouver ça un peu ridicule, là, mais je pense que je pense que ce sera le pied. En fait, c'est le point de trop, je pense, qui va amener les régulateurs, forcément, les gouvernements, à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait finalement avec l'intelligence artificielle, comment on fait pour encadrer ça. Juste pour vous donner une idée, en 2023, la Cour suprême du Colorado aux États-Unis a déclaré qu'un adolescent était non coupable d'avoir créé des images à connotation sexuelle de ses collègues de classe en utilisant à l'aide d'une fonction de l'intelligence artificielle. C'est un petit nerd, finalement. Il avait réussi, en tant que jeune geek, à tweaker certaines choses pour pouvoir forcer l'intelligence artificielle à faire ces trucs-là. Et le juge dit, oui, mais comme c'est purement virtuel, en fait, c'est pas vraiment de la vraie pornographie juvénile, donc je peux rien faire, moi. Et là, le gouvernement du Colorado a passé une nouvelle loi disant que si vous faites des images, même si c'est carrément généré par intelligence artificielle, mais que ça représente des vraies personnes, en réalité, c'est criminel ce que vous faites. Donc, c'est la même chose que si tu diffuses contre son consentement des images nues d'une personne. Et donc là, on est vraiment dans un débat éthique et philosophique sur quelle sera la limite de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Et là, évidemment, ça amène toute la question du contenu criminel ou criminalisé, c'est-à-dire la pornographie juvénile, tout ce qui a trait à certaines déviances qui peuvent carrément tomber sous le coup de la loi. Donc, quelles seront les limites qui vont être mises à ça? Puis qu'est-ce que ça indique aussi sur notre société? Mais on en a déjà... Ouais. Oui, vas-y. Non, mais avant qu'on arrive justement à ça, ce que ça veut dire sur la société, il faut juste aussi constater une chose, là, parce qu'on aurait dû commencer comme ça. La réalité dépasse la fiction, ou en tout cas, la réalité rejoint la fiction. Là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se rappellent du film Her avec Joaquin Phoenix. Oui. C'est un personnage qui a le cœur brisé et là tombe en amour avec une intelligence artificielle. Et c'est pas une vraie personne, c'est une voix, pas n'importe quelle voix. C'est quand même la voix de la succulente Scarlett Johansson. On le comprend, Joaquin, quand même, de tomber sous le charme. Tout le monde, là, ça arriverait à tout le monde. Mais là, on regarde ce film-là puis on se dit, peut-être qu'on va se diriger vers ça, mais on y est, là. Oui, puis ce qui est pire, on pourra aussi parler du film Ex Machina, si les auditeurs l'ont peut-être vu, où justement quelqu'un tombe en amour avec cette fois-ci un robot. En fait, c'est ça, je pense, l'aspect le plus troublant de la chose, c'est que peut-être les auditeurs savent qui est David Levy. David Levy a écrit en 2007 un livre qui s'appelle Sex, Love with Robots. Et dans ce livre-là, il
il prévoit, il anticipe que d'ici 2050, les êtres humains auront des relations sexuelles avec des robots. Et ça va permettre à des gens marginaux, à des gens inaptes socialement à avoir ces relations-là. Sauf que ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, on est assez loin de cette réalité-là. Par contre, où on est proche du moment où les gens auront une vie entièrement virtualisée. Ouais. Dans une époque où la solitude est carrément une pandémie ou une épidémie, où on a de moins en moins de relations interhumaines, de relations intersociales. Et là, on va se retrouver avec une masse de gens, en fait, qui en fait échangent des sextos avec Grok et ChatGPT. C'est là où on s'en va progressivement. Et ça pose toute une question, je te dirais, c'est presque de la santé publique au niveau de la santé mentale de la population. Donc, quel est l'effet d'entretenir une relation amoureuse avec une intelligence artificielle, amoureuse et sexuelle avec une intelligence artificielle? La réalité, c'est qu'on ne le sait pas. C'est quoi l'impact de ça? Tu sais, des fois, François, je suis très critique pour ma part des développements de la technologie parce que je reviens... Je suis peut-être un peu naïf, mais à la définition de la technologie, puis à sa fonction, puis à son rôle. À la base, la technologie est censée répondre à un besoin. Et des fois, je regarde, il y a des affaires qu'elle invente, il y a des innovations, je me dis, ça, c'est pas un besoin, c'est une envie. On est paresseux, fait qu'on veut que ça aille plus vite, mais il n'y en avait pas de besoin. Mais là, tu viens de le dire, la solitude, c'est un grand mal de notre époque. Au Japon, il y a un ministère de la solitude, si je ne m'abuse. Donc, l'OMS a fait des liens entre la solitude et beaucoup de maladies psychologiques, même physiques, des cancers également. Donc là, la technologie, j'ai froid en te le disant, est-ce qu'elle n'est pas juste en train de répondre à un besoin? Ben, c'est ça, voilà. Et là, il y a des gens qui disent, qui poussent la réflexion très, très loin jusqu'à dire, oui, mais les gens dont la sexualité, par exemple, entraîne entraîne des gestes criminels. Pensons, par exemple, à des choses comme la pédophilie. Ben là, est-ce que si c'était carrément virtuel, ce serait quand même une manière de détourner ça vers quelque chose qui ne fait pas de mal à personne, finalement? Donc, si quelqu'un a cette déviance-là et qui parle avec l'intelligence artificielle, qui lui simule être un enfant de 13-14 ans, est-ce que c'est pas mieux que de laisser ces gens-là à leur pulsion dans la nature, entre guillemets? Donc là, vous comprenez qu'il y a des questions éthiques incroyable. Et là, on comprend qu'il y a de la modération qui va être mise là-dedans, mais quand même, on commence à aller là-dedans. Il y a déjà des gens qui disent, oui, mais quand même, il faut comprendre, tout est une question de différence. Si ça ne fait pas de mal à personne, je ne sais pas si vous réalisez jusqu'où ça peut aller, là, mais ça peut se rendre très, 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 très loin. Ben oui. Moi, je ne suis pas un fervent de la régulation du gouvernement sur toutes ces plateformes-là, mais j'ai peur que le fait qu'on ouvre la porte à ça amène justement les politiciens à se dire, oh, attendez, qu'est-ce qui se passe du côté de l'AI? Venons mettre des règles, venons encadrer ça. Et là, c'est peut-être une perte de liberté qui va être peut-être trop grande. Puis, je veux t'entendre aussi, François, toujours sur le même sujet. Il y a un discours, je suis tanné de l'entendre, honnêtement. Quand on parle d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui disent, mais il faut juste que tu t'habitues. C'est la nouvelle réalité. C'est inarrêtable, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, si on décide, nous, d'y résister au Québec ou au Canada ou en Amérique, on va juste arriver deuxième dans une course. On n'a pas décidé qu'on embarquait dans cette course-là, mais on y est. Moi, je trouve que c'est comme un empêcheur de réfléchir. À un moment donné, l'humain, il est capable de dire non. Là, ça ne m'intéresse pas, ce monde-là. Ben, carrément. Et puis aussi, comment je pourrais dire ça? Même s'il y a quelque chose qui est en marche, c'est pas en faisant semblant que ça n'existe pas qu'on va pouvoir avoir les réflexions nécessaires là-dessus. Et d'autre part, la solitude dont on parle, l'épidémie de solitude, il y a de plus en plus de gens célibataires, toutes les statistiques le montrent. Ça se réglera pas en faisant semblant que l'intelligence artificielle n'existe pas. En fait, ça, c'est un symptôme, comme tu dis, qui répond à un besoin, mais le problème en soi ou la situation en soi est beaucoup plus profonde que ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir adresser à un moment donné. C'est quelque chose qui, je pense, est complètement hors du radar des politiciens traditionnels qui sont encore sur le discours de « oui, mais les familles québécoises, les familles canadiennes ». Là, les amis, là, on n'est plus au stade qu'on parle juste des familles. De plus en plus, la réalité, ce sont des gens seuls qui vivent en appartement et qui, des fois, dans leur semaine, leur seul contact social, c'est la caissière de la SAQ. Là. C'est là où on est en 2025. Là. Ah oui, tout à fait. Hey, rapidement, François, après je te laisse partir. Tu n'as pas l'impression que la CAQ vole des idées au Parti conservateur du Québec ces temps-ci? Réforme syndicale, l'idée de Santé Québec de permettre au public, au gouvernement de rembourser des chirurgies qui seraient pratiquées au privé auprès de patients qui attendent depuis plus d'1 an?
Effectivement, ça me semble en fait être. Moi j'avais un peu prédit dans d'autres interventions que une des techniques pour essayer de se sortir du marasme actuel de la CAQ, ce serait de faire un peu la même chose que ce que fait Mark Carney. Donc, qu'est-ce que fait Carney? Il est arrivé à la dernière minute, il a pris quelques idées de Pierre Poilievre, il a enlevé le tapis en dessous des pieds et finalement, ça l'a neutralisé sa campagne. On pense à la taxe carbone, on pense à certaines promesses de baisse d'impôts, on pense à avoir un discours plus centré sur l'économie. Est-ce que François Legault est dans une position pour réussir la même chose en essayant finalement d'occuper l'espace qui est au centre droit? Je pense qu'il est trop tard. Je pense qu'il est trop tard pour ça. Carney avait une carte dans son jeu, c'était qu'il était aux yeux du grand public, même si les gens à l'intérieur des initiés, entre guillemets, savaient qu'il n'était pas un nouveau de la scène politique, mais le grand public l'a vu comme un nouveau. François Legault, je pense malheureusement, même si c'est peut-être une bonne idée ce qu'il est en train de faire, je pense que c'est trop tard. Merci beaucoup, François Fournier, animateur du balado Yann et Frank. On se reparle la semaine prochaine. Yes. Bye bye.